Local, ce parcours suivi et filmé pendant un an jusqu'au printemps dernier. Alors il ne s'agit pas d'idéaliser ce qu'on a vu, comme dans toute expérience, il y a des échecs, il y a des réussites aussi, nous allons en parler maintenant. Et au-delà de ce cas précis, nous allons essayer de voir à quoi se heurtent les femmes et les hommes qui se battent pour réinstaller de l'industrie, de l'artisanat dans nos territoires. Et pour cela, j'accueille sur ce plateau Julie Riquier, bonjour. Bonsoir. Nous vous avons aperçu à l'instant dans l'une des séquences du documentaire. Vous êtes élue de cette ville de Ham et aussi vice-présidente de la région Hauts-de-France, en charge notamment de la ruralité. Philippe Dallier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur, membre de la commission des finances, sénateur du groupe Les Républicains, sénateur de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Face à vous, Thomas Huriez, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous à la tête de 1083.fr. C'est une marque que vous avez créé, une marque de vêtements. Les produits que vous confectionnez ne parcourent pas plus de 1083 km, c'est ça? C'est bien ça. La distance qui sépare les deux communes les plus éloignées du territoire, de la métropole. Autrement dit, vous vous battez pour la relocalisation de notre production textile. On va en parler. Et puis face à vous, Sarah Guillou, bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques, co-responsable du pôle politique publique et compétitivité des entreprises, notre sujet du jour. Alors, avant toute chose, pour commencer, je voudrais votre réaction à tout ce qu'on vient de voir. Julie Riquier, peut-être, je commence par vous, puisque vous êtes donc élu de cette ville. Qu'est-ce qui, au fond, dans cette expérience, vous a le plus touché? Alors, ce qui m'a le plus touché, c'est l'humain. Parce qu'en fait, on est face à un public fragilisé. Enfin, on est sur un territoire quand même fragilisé avec un certain taux de chômage, des personnes éloignées de l'emploi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on est élu de collectivité sur des territoires comme cela, on se pose des questions, à savoir comment on peut aider la population à retrouver un travail, une formation, voilà, les réhabituer à une vie sociale aussi, parce que on le voit, il y a des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps et qui sont éloignées un peu de tout. Et qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Et voilà, parce que dans les Hauts-de-France, on a eu beaucoup d'entreprises textiles qui aujourd'hui n'existent plus. Et c'est vrai que. Mais on sent qu'il y a la mémoire d'ailleurs Oui, de ce bien sûr. secteur qui reste ancré. Ça se voit beaucoup chez ces personnes qu'on vient chercher pour travailler dans cet atelier. Philippe Dallier, ça montre en tout cas qu'on ne fait rien en matière d'emploi sans mobiliser l'ensemble des acteurs sur un territoire. Oui, et est-ce qu'on le fait suffisamment et suffisamment bien? C'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser quand on regarde le taux de chômage qui est encore le nôtre dans ce pays. Mais c'est vrai que l'expérience est intéressante humainement, vous venez de le dire. Elle est aussi intéressante parce qu'on essaye, alors je vais utiliser le terme de réindustrialisation, mais en tous les cas de refabriquer sur le territoire national. Et ça, c'est une question qui se pose partout, enfin dans les territoires ruraux, mais on pourrait parler de la Seine-Saint-Denis qui a été un territoire industriel fort et qui a vécu une désertification. Donc on a deux aspects qui sont des aspects intéressants. Bon, faut pas non plus effectivement masquer peut-être les difficultés que cela représente. On va en parler. Mais humainement, oui, c'est intéressant. Il y a une expérience à Pantin et bon, peut-être multiplier ces expériences-là et en espérant que ça serve de passerelle aux gens plutôt qu'effectivement de solution définitive. Oui. Je pense que c'est peut-être ce qu'il faut retenir. Oui, puisqu'effectivement, le siège de l'entreprise que nous venons de voir, et effectivement, même si, en l'occurrence, l'expérience, il y a une annexe à Ham, le siège de l'entreprise est situé dans votre département de Seine-Saint-Denis. Thomas Huriez, vous, est-ce que vous vous êtes retrouvé comme entrepreneur dans tout ce qu'on vient de voir? Est-ce que ça rejoint des choses que vous vivez? Alors, il y a deux choses que j'ai trouvées intéressantes. La première, c'est qu'on voit de l'intérieur à quel point ce sont des métiers valorisants, que les personnes se sentent gratifiées, alors que de l'extérieur, ce n'est pas forcément l'image qu'on a de ces métiers manuels. Premier point. Et la deuxième chose qui m'a surpris, c'est que c'est une forme d'ubérisation, c'est-à-dire que les personnes sont payées à la pièce. C'est un peu ce qu'on reproche à Uber, chauffeur privé ou Deliveroo. Et donc, du coup, on peut se questionner sur ce modèle-là, mais en réalité, ce modèle n'est pas très innovant. C'est le même qu'il y a 50, 60, 70 ans, lorsque dans le textile, on était déjà payé à la tâche. Et donc, il s'agit aujourd'hui de le faire dans des conditions peut-être plus raisonnable pour que tout le risque ne pèse pas sur les personnes qui fabriquent. Sarah Guillou, c'est intéressant ce que vient de dire Thomas Huriez. En fait, il s'agit d'un modèle qu'on pense innovant, mais qui nous renvoie plusieurs décennies en arrière. La méthode, le modèle économique. Alors, le modèle économique est peut-être ancien. C'est vrai qu'en même temps, il y a toujours cette récurrence de profils en demande d'emploi qui est quand même très contemporain en France et qui est prête à un profil qui montre que les gens sont prêts à accepter des emplois
certes avec une situation moins certaine qu'un emploi salarié standard, et qui acceptent parce que par passion et puis par implication dans le projet des statuts qu'on peut penser plus incertains, moins sûrs et qui engagent différemment leur avenir. Mais j'ai trouvé le reportage effectivement plein d'humanité, mais qu'il montre aussi des choses importantes pour la réussite d'un projet. C'est que vous avez à la fois des implications individuelles, des individus qui s'impliquent, des individus qui veulent y arriver, mais aussi des qualifications. Si le styliste vient s'implanter ici, c'est parce qu'il sait qu'il va y trouver un vivier de qualifications, et des infrastructures, c'est pas loin de Paris, et les localités, enfin les responsables locaux sont prêts à s'impliquer. Julie Riquier, pardon, finalement, dans ce qu'on voit dans ce documentaire, il y a quelque chose qui est important, c'est que vous nous disiez ce qu'aujourd'hui les habitants de Ham, comment les habitants de Ham vivent cette expérience. Est-ce que les personnes que l'on voit dans le film, vous les avez encore vues récemment, et puis même celles qui ne sont pas impliquées, comment est-ce qu'elles vivent l'implantation de cet atelier à Ham ? Alors, tout au début du documentaire, on voit une ancienne commerçante qui dit que ce styliste, pour venir s'implanter à Ham, est fou. C'est votre sentiment ? Non, pas du tout. Non, mais en fait, forcément, au début, quand vous présentez un projet avec un styliste, à Ham, une ville de 4500 habitants, au cœur du Santerre, au cœur de l'ancienne Picardie, ça peut paraître un peu... c'est Sisyphe. Oui, non, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il vient faire là ? Pourquoi il ne reste pas en région parisienne, etc. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur d'innover sur nos territoires, puisque j'ai été moi-même commerçante dans le centre-ville de cette ville auparavant, et on sait que des petits centres-bourgs comme ça, c'est compliqué, ça se meurt, les commerces ferment quelquefois les uns après les autres, mais il ne faut pas se résigner à ça, il faut essayer d'innover avec de nouvelles activités. Aujourd'hui, l'atelier, il draine du monde. Vous avez en permanence entre 10 et 12 personnes qui sont en formation, plus les personnes qui y travaillent, plus les permanents. Donc ça donne une vie aussi. Il y a de la vie, oui. Oui, bien sûr, dans un local qui a été fermé pendant pratiquement 10 ans. Parenthèse, Jean-Luc Thomas, comment est-ce qu'il a, pardonnez-moi le terme, atterri là, à Ham ? Jean-Luc François, pardon. Jean-Luc a acheté une maison secondaire à Ham pour venir s'y reposer et dessiner ses collections. Et puis on s'est rencontrés puisqu'il participait à beaucoup de manifestations sur la ville, les week-ends quand il était là, et on a discuté. Et puis un jour, il m'a dit qu'il devait faire une annexe. Et je lui ai dit, pourquoi pas ici ? Et voilà. Alors, c'est parti comme ça. C'est une initiative locale, mais alors évidemment, la violence de cette désindustrialisation, ça concerne beaucoup d'autres territoires. Vous évoquiez la Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier, ça ne date pas d'hier. Il y a un autre exemple avec cette archive qu'on va regarder maintenant. C'est en Normandie, à Elbeuf. Nous sommes en 1977, fermeture de la manufacture textile. Les 260 salariés de la manufacture elbevienne de vêtements ne sont pas revenus cette semaine dans leurs ateliers, car l'usine a définitivement fermé ses portes vendredi dernier. Cette issue, on la prévoyait depuis la mise en règlement judiciaire de l'affaire en décembre. L'usine avait cependant bénéficié d'un sursis de quelques mois, mais aucun industriel ne s'est présenté pour la reprendre. Une nouvelle équipe s'était installée dans l'ancienne maison Bernheim il y a 3 ans. Plan de restructuration avec mise à la pré-retraite de 90 salariés, relance commerciale, amélioration de la productivité, l'optimisme a été de courte durée. Face à cet échec, la direction évoque la concurrence étrangère dans la confection et les coûts de fabrication trop élevés à Elbeuf. 260 personnes, des femmes en grande majorité, ont été licenciées. Sarah Guillou, la concurrence étrangère, les coûts de fabrication trop élevés, ça c'était il y a 40 ans, on a le sentiment que rien n'a changé. Et pourtant, quand on voit ce documentaire tout à l'heure, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui rend possible aujourd'hui ce qui n'était pas possible il y a quelques années encore ? Alors, il y a des choses qui changent et d'autres qui demeurent. Alors, ce qui change, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, finalement, tout est devenu possible. C'est-à-dire qu'on peut refaire de l'industrie en France parce qu'on a des opportunités. La globalisation, c'est beaucoup de concurrence, beaucoup de difficultés, mais c'est aussi beaucoup d'opportunités. Il y a aussi la numérisation qui permet des moyens de diffuser vos produits, de vendre, de communiquer, qui décuplent les possibilités et les pouvoirs des entreprises pour atteindre leurs clients. Donc ça, c'est des choses nouvelles que savent utiliser les nouvelles générations
et qui permet justement à des entreprises comme la vôtre de se positionner de nouveau en France, alors qu'autrefois, ça aurait été peut-être plus difficile de faire face aux données fiscalo-réglementaires de l'économie française. Thomas Huriez, vous êtes d'accord, il y a des choses qui ont changé et qui permettent aujourd'hui de faire des choses, d'innover, d'entreprendre là où ça n'était pas possible il y a encore quelques années? Oui, nous, on est clairement issus de cette stratégie-là, c'est-à-dire qu'on vend en direct quelque part, donc on est sur un mode de distribution beaucoup plus court que les marques que l'on concurrence qui vendent comme nous des jeans autour de 100 €. Sauf que nous, au lieu de les acheter une dizaine d'euros comme nos concurrents, on les achète 30 à 40 € parce que c'est tout fait en France, filature, teinture, tissage, confection, tous ces métiers sont relocalisés. Mais du coup, pour les vendre à un prix abordable pour le consommateur, en fait, on a soit la stratégie du luxe où on garde des marges traditionnelles avec des coefficients de 10 et on les vend très cher, 300, 400 €, soit une stratégie courte, un peu comme H&M et Decathlon, quelque part, qui le font en achetant pas cher pour vendre pas cher. Nous, c'est pas d'acheter pas cher pour vendre pas cher que l'on souhaite faire, c'est acheter local pour vendre au prix du marché, et donc pour un jean autour de 100 €. Et vous vous y retrouvez? Ah oui, on gagne notre vie, on est toujours rentable. Depuis 5 ans que la marque existe, on a toujours été rentable. C'est des profits raisonnables qu'on réinvestit tout le temps dans la société, mais on n'a jamais fait un exercice déficitaire. Philippe Dallier, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, enfin, on n'est plus sur le même type d'industrie ou de fabrication. Ce qu'on a perdu, c'est l'industrie de masse. Tout ce pourquoi, effectivement, le coût de la main-d'œuvre était important. Parce que là, encore aujourd'hui, et à mon avis, pour de longues années encore, on est incapable de concurrencer les Chinois et les Indiens, et demain d'autres encore. Par contre, sur des stratégies, alors je vais dire de niche, mais ne le prenez pas mal, mais quand on est effectivement sur des besoins particuliers, des fabrications plus réduites en nombre, effectivement, c'est la démonstration qu'il y a des possibilités de réinstaller en France de la fabrication. Mais ce qu'on a perdu dans les années 70-80, on ne le retrouvera pas. Et par-dessus le marché, la France a un retard en termes de robotisation qui est quand même assez dramatique, même en comparaison, quand on se compare avec l'Allemagne ou avec l'Italie. Le taux de robots en France par rapport au nombre de salariés est malheureusement encore dramatiquement faible. Donc il y a peut-être des possibilités de regagner encore, mais la perte des industries lourdes et des fabrications lourdes des années 70 et 80, on ne la retrouvera pas comme ça, il ne faut pas se leurrer non plus. Thomas Huriez, d'un mot, vous vouliez intervenir. Ouais, je voulais modérer ce propos-là parce que effectivement il y a des enjeux industriels, la robotisation, etc. On peut certainement améliorer notre compétitivité, oui. Mais il y a de tels gains sur les marges commerciales à faire pour redonner de la compétitivité à nos industries locales. Sinon on arrive à faire des jeans à 100 € pour les consommateurs. Il y a plein de Français qui achètent des jeans à plus de 100 €. Et donc, on est capable de proposer des produits de masse à la condition de commencer à faire connaître nos marques. Mais nous, on n'a aucun frein. Il n'y a rien qui nous empêche de transformer notre niche en termes de prix de vente en produits de masse. En tout cas, c'est pour ça qu'on a fait des jeans. Sarah Guillou, Philippe Dallier a prononcé le mot de robot. D'un mot, parce que ça, c'est quand même important dans ce secteur du textile. La robotisation, ça peut créer de l'emploi ? Alors, c'est plus compliqué que ce message simple. La France n'est pas dans un retard de robotisation aussi important que celui qu'on laisse entendre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les robots se concentrent essentiellement dans deux industries, l'automobile et la microélectronique. Philippe Dallier parlait du textile, en l'occurrence. Et dans le textile, il y a une partie qui est robotisée, ce n'est pas le textile français. Puisque nous, on est sur du textile haut de gamme ou du textile dit technique ou innovant. Et celui-ci fait moins appel aux robots que le textile qu'on va pouvoir trouver en Italie, ce qui peut justifier le taux de robotisation italien. Et donc le taux de robotisation allemand, il est justifié aussi par l'importance des secteurs qui utilisent beaucoup de robots. Donc c'est vrai qu'en France, on a moins de robots, mais c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose de très inquiétant. Alors la robotisation, c'est bien si ça permet de gagner des marges ou en tout cas de la qualité et que par ailleurs ça fait grandir l'entreprise. Donc c'est pas parce que vous utilisez plus de robots que vous allez forcément, si votre entreprise en profite pour grandir, elle peut aussi employer. Donc il n'y a pas forcément une substitution emploi-robot immédiate. Mais notre problème en France, c'est qu'on est toujours face à un chômage de masse. C'est bien ça le problème. Donc des expériences comme celle-là sont effectivement très intéressantes, mais elles vont créer un nombre d'emplois, somme toute, relativement limité. Et on a toujours un problème de chômage de masse, et les années à venir sont à craindre dans le secteur bancaire, dans un certain nombre de secteurs où on sait que la numérisation de l'économie va certainement nous coûter très cher en emploi. Et c'est cela qu'il faut qu'on essaye effectivement de traiter comme problème. Ça va être extrêmement compliqué, et j'ai
pas vraiment le sentiment qu'en France, on soit... Enfin, on sait que le problème existe. Est-ce qu'il est sur la table politiquement? Pas vraiment. Voilà, comment on s'adapte? On va parler justement dans quelques instants de cette question, de savoir quelle réponse un peu plus massive, parce qu'encore une fois, on parle d'une expérience très locale, qui est tout à fait passionnante. Mais sur ce point-là, justement, on a cette réflexion de ce garçon qu'on voit dans le film à propos du coût du travail, et qui est parfaitement lucide sur ce qu'il vit. Il dit, voilà, si on doit vraiment facturer le temps réel qu'on passe sur chaque produit, le client, lui, il ne prendra pas parce que ça coûte trop cher. Vous l'entendez ça, Julie Riquier? Voilà, ce jeune homme chez vous à Ham, il est conscient de ça. Alors, il faut savoir que dans l'atelier coopératif, une fois, enfin là, en fait, c'était la première session de formation. Ensuite, il y a certaines personnes qui ont intégré l'atelier coopératif. Donc, ces personnes-là, elles sont indépendantes, mais en même temps salariées. Elles sont encadrées, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui étaient sans emploi, qui étaient éloignées de ça. Donc il leur faut un cadre. Du jour au lendemain, on ne peut pas les lâcher comme ça dans la nature et les laisser se débrouiller tout seuls. Donc elles sont encadrées par la CAE Grands Ensembles, qui leur apporte tout un côté social. Donc elle leur apporte des fiches de salaire, une mutuelle, une assurance chômage, enfin tous volés en fait comme un salarié. Et à côté de ça, elles sont indépendantes. Ce qui répond d'ailleurs à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Thomas Huriez, il y a quand même derrière, il y a une protection sociale, ce qu'il n'y avait pas forcément il y a quelques décennies pour les personnes concernées. Et à côté, donc Grands Ensembles les aide dans la facturation. Elle fait la facturation des pièces qu'elles auront fabriquées. C'est le façonnier lui-même qui décide du prix de vente au créateur de la pièce, de la veste. Vous parlez du façonnier, que ce soit bien clair. Oui, le façonnier, c'est la personne qui travaille dans l'atelier coopératif. Ça semble en tout cas un peu utopique comme modèle. Oui. Sauf que forcément, là, dans le documentaire, c'est le démarrage de l'activité. Donc il y a des soucis, on le voit, quand la robe est montée à l'envers, forcément, il faut la démonter, il faut la recommencer. Là, en l'occurrence, effectivement, le temps perdu, c'est de l'argent perdu. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui... Enfin, maintenant, avec l'habitude, ça va mieux quand même. Thomas Huriez, cette question du coût du travail dans votre entreprise, comment est-ce que vous l'abordez? Parce que vous nous avez parlé de vos coûts de production, mais vraiment le coût des salariés, comment est-ce que vous l'abordez? Qu'est-ce que ça représente dans votre production? Une part importante, mais en fait, elle prend plus de place dans le débat public que ce que je vis dans mon entreprise. C'est-à-dire que fabriquer en France, ça représente un coût, évidemment, parce qu'on a des salaires, un niveau de vie qu'il faut assumer et qui pourrait être optimisé. À vrai dire, je n'en sais rien, je suis simple entrepreneur. Par contre, je constate que ça concentre un peu tous les débats. Et moi, ce que je vis, c'est que entre ma marque 1083 et des marques de jeans américaines, on vend tous les deux le jean à 100 €. Sauf que si on adopte un mode de distribution plus court, avec moins d'intermédiaires, moins de marge du coup, moins de revendeurs, enfin moins d'intermédiaires, voilà, et ben on peut être compétitif. C'est passionnant parce qu'on nous rebat les oreilles à longueur de journée sur le coût du travail qui serait trop élevé en France, et vous dites, à mon échelle en tout cas, ce n'est pas un problème. Moi je dis, non, en fait, moi je dis peut-être, mais en tout cas, on peut gagner 3 fois sa marge en adoptant un autre modèle de distribution. C'est-à-dire que si je vends comme les grandes marques, mon jean à des intermédiaires, à des revendeurs, etc., on pratique un coef de 10, donc on multiplie par 10 le prix de revient. Donc mon jean, il coûte 30-35 € à fabriquer, ça veut dire que je le revends 300-350 €. Par contre, si j'adopte un modèle de distribution plus court, que je le vends directement sur Internet ou chez des revendeurs, donc sans autre intermédiaire entre l'atelier et le consommateur que la marge commerciale, alors on a des prix de vente abordables. Mais ça, depuis tout à l'heure, on se pose la question de l'échelle des politiques publiques, et là, en l'occurrence, de l'échelle de votre modèle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est possible au-delà, pour reprendre le mot de Philippe Dallier, d'une économie de niche? Mais bien sûr, ça n'a rien d'une niche de vendre des jeans dans un magasin près de chez vous. Vous, par exemple, vous avez combien de salariés? Vous vendez combien de jeans par rapport à d'autres Justement, je voulais en venir ici. Vous parliez d'utopie, c'est naissant, mais ce n'est pas du tout une utopie. Moi, j'ai créé 1083 il y a 5 ans et demi. Je suis commerçant à Romans, dans la Drôme, à la base. Jamais de la vie, grande ville de la chaussure, notamment. Voilà. Et c'est nourri par ces usines fermées que j'ai souhaité évoquer, essayer une autre solution. 5 ans plus tard, on vend 20-25 000 jeans par an, ce qui est énorme pour nous, mais c'est rien du tout par rapport aux 88 millions de jeans qu'on achète tous ensemble chaque année, 1,5 par an et par personne. Et avec ces seulement 20 ou 25 000 jeans vendus, on a créé 100 emplois en France.
Il y a une phrase dans le documentaire qui fait écho d'ailleurs à ce que vous venez de nous dire, et Sarah Guillou, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Jean-Luc François, le créateur, dit « On n'arrive pas à fournir le Made in France ». On n'arrive pas à fournir le Made in France, c'est vrai ça? Alors, ça dépend des Parce qu'il y a secteurs. oui. Ça dépend des secteurs, mais là, il se trouve que dans le coût de production, vous n'avez pas que du coût du travail. Donc, et c'est ce qui fait que le coût du travail n'est pas toujours aussi central que ça pour une entreprise, parce qu'il y a d'autres éléments de son coût de production et d'autres éléments qui vont agir sur sa compétitivité, que ce soit les infrastructures, les qualifications disponibles. Alors, s'il n'arrive pas à fournir le Made in France, c'est sans doute parce qu'il n'arrive pas à trouver les qualifications. D'où l'idée qui est très intéressante dans cette initiative, c'est de créer à la fois une cellule de production, mais aussi en amont une cellule de formation. Et c'est, je pense, la clé de la réussite de ce projet, parce que même si les personnes formées ne restent pas dans l'entreprise, elles partent avec quelque chose en plus. Donc elles partent avec elles-mêmes une valeur ajoutée de leur investissement. Et c'est certainement ce qui est probablement ce qui sera le succès de cette initiative, de toutes les manières. Alors dans tout ça, je voudrais qu'on regarde une autre archive, alors plus récente que celle qu'on a vue tout à l'heure, c'était il y a quelques années, précisément en octobre 2012. On peut compter sur les effets de mode quand il s'agit de la vente de vêtements, du secteur textile. Voici, c'était donc en 2012, vous allez tout de suite comprendre. Elles sont à la mode cet automne, les rayures. Les ventes de ces marinières bretonnes ont augmenté de 75% en une semaine. Grâce à un VRP un peu particulier, le ministre du redressement productif qui a posé la semaine dernière en une d'un magazine. Coup de com' réussi pour vanter un modèle en vogue, le Made in France. Du coup, l'usine bretonne est quasiment en rupture de stock et le patron n'a plus assez de mots pour remercier le ministre. Il l'a fait sans doute de manière un peu inattendue, un peu inespérée pour nous, mais en tout cas je pense que c'est très courageux et depuis le temps qu'on dit que l'Europe est sans doute trop ouverte, que la Commission de Bruxelles fait trop de choses pour ouvrir l'Europe sur ce monde un peu sauvage, je crois que c'est une très belle initiative. Je voyais Philippe Dallier, ça vous faisait sourire. Est-ce qu'on peut fonder une stratégie, que ce soit la stratégie d'une entreprise ou en termes de politique publique, sur des effets de mode ou sur le comportement vertueux à un moment donné des consommateurs, en l'occurrence sur ces marinières? Je pense que c'est d'abord la qualité du produit qui fait que ça peut fonctionner et surtout fonctionner dans la durée. Parce qu'effectivement, au-delà du coup de com', Arnaud Montebourg avait effectivement été très utile à l'entreprise, mais je pense que c'est la qualité des produits d'abord qui fait que ça peut durer. Maintenant, on le redit, après il y a la question de la masse, moi j'en reviens à cela. Est-ce qu'on serait capable en France de réintroduire de la fabrication de masse telle qu'elle existait dans les années 70-80 encore? J'en suis pas tout à fait persuadé. Mais fabrication de masse, ça voudrait dire consommation de masse, ça voudrait dire, enfin c'est le sens de ma question. Est-ce que aujourd'hui les consommateurs français sont prêts, selon vous, alors c'est peut-être plutôt à vous d'ailleurs Thomas Huriez, non, que je mais pose il y a un problème de niveau de vie aussi, enfin, on est en plein dans l'actualité pour tout dire. Mais attendez, Thomas Huriez nous dit tout à l'heure que ces jeans ne coûtent pas plus cher que des jeans fabriqués en Asie sur lesquels les fabricants les commerçants se font énormément de marge. Il est quand même sur un niveau de prix qui est peut-être pas celui que tous les Français mettent dans un jean. Alors c'est sûr donc que c'est nous, aussi cela. on fera jamais un jean à 30-40 euros comme les marques de fast fashion. Seulement si on regarde l'offre des jeans que l'on trouve en France, il y en a énormément qui sont au-dessus de 80 euros. Et nous, on est entre 89 et 109 euros. Donc on est extrêmement bien placé. Et moi, je crois qu'il y a vraiment un avenir à notre industrie locale parce qu'on sait être compétitif quand on a des marges de distribution plus courtes. Sarah Guillou, sur ce sujet-là, et moi il y a une question quand même qui me taraude derrière, c'est ok, si on se mettait finalement en mouvement, on arrive à créer un secteur du textile, on a des débouchés parce qu'on a des consommateurs vertueux qui achètent localement, mais est-ce qu'à la fin ça crée vraiment de l'emploi, de fabriquer en France sur ce type de secteur, sur le secteur textile? En l'état de notre marché du travail et du marché du travail de certaines régions, quel que soit le nombre d'emplois, ils sont toujours bons à prendre. Donc, la question de savoir si on parvient à une offre de textile de masse ne se pose pas vraiment. On ne va pas produire une offre de textile de masse en France, mais ce n'est pas l'objectif. On est sur un textile à haute valeur ajoutée et produire des jeans qui vont se vendre à 100 euros, c'est un objectif possible en France, mais pas produire des jeans à 25 euros. Ce ne sera pas fait en France. Donc on a un système social qui justifie qu'on ait une production à haute valeur ajoutée. L'important, c'est qu'on puisse les exporter aussi. Il ne suffit pas que les consommateurs français les achètent.
il faut aussi pouvoir les exporter. C'est l'opportunité des marchés. Ah, ça vous fait tiquer, ça, Thomas Huriez, c'est tout, parce qu'effectivement, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on regrette tous d'acheter en France des jeans chinois. Peut-être qu'à un moment donné, on va se poser la question du sens de faire l'inverse. Et est-ce que la société de demain, intelligente, est réellement une société où on continue de déplacer des produits à travers le monde, avec les problèmes de réchauffement climatique qu'on connaît? Oui ou non? Moi, je dis non. Moi, je dis qu'on a intérêt à exporter nos concepts, c'est-à-dire produire localement. Moi, demain, je rêverais de vendre des jeans 1083 en Chine. Seulement, les jeans 1083 vendus en Chine seront fabriqués en Chine. Mais c'est très bien, vous allez vendre, ce que vous allez vendre, ce ne sont pas vos jeans, vous allez vendre votre concept, votre innovation organisationnelle. Et ça, c'est très bien. Non, mais c'est très bien, mais ce pays a aussi besoin d'exporter très fort. Le déficit de la balance commerciale, on n'est plus d'accord sur le chiffre, mais c'est entre 70 et 80 milliards d'euros par an. Notre économie et le pays ne pourra pas continuer à vivre comme ça. On en revient toujours à la question de l'échelle, mais en l'occurrence, effectivement, oui, mais sur la qualité. Ouais. Vous savez, je suis allé pour la première fois en Chine avec Jean-Pierre Raffin il y a une quinzaine d'années. Je me souviens qu'à l'époque, déjà, on rencontrait des représentants chinois qui nous disaient, écoutez, en Chine, il y a 60 millions de Chinois, à l'époque, qui ont le pouvoir d'achat pour acheter chez Louis Vuitton ou chez Hermès. C'est aussi ça qu'il faut qu'on intègre. Donc on en revient à la fabrication de produits de qualité, made in France, etc., qui peuvent se vendre, mais il faut aussi exporter. Je peux comprendre vos arguments pour la planète, mais ce pays a aussi besoin d'exporter très fort. Ce que vous nous dites, en tout cas, c'est que dans un modèle d'économie ouverte à la mondialisation et donc à des produits qui parcourent de très longues distances, effectivement, ce qu'on vient de voir et ce dont on parle depuis tout à l'heure n'a de sens qu'à toute petite échelle et ne produira pas d'effet important sur l'économie. On peut essayer dans le luxe, effectivement, nos entreprises de luxe se portent très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, je suis très heureux en Seine-Saint-Denis qu'on ait Hermès, qu'on ait Louis Vuitton. Enfin, on fabrique sur place, ça vaut très cher et ça s'exporte très bien. Il y a peut-être un certain nombre de domaines dans lesquels on peut répliquer ce modèle-là et le pays en a besoin. Il y a deux modèles en France. Il y a le luxe avec des firmes multinationales qui exportent et puis il y a aussi le modèle italien. Le modèle italien, c'est une balance commerciale excédentaire, en partie grâce à un tissu de petites entreprises du textile. Il y a un système gris. Et un système... Une économie grise très florissante, malheureusement. Oui, mais ce qu'on enregistre dans la balance commerciale n'est pas gris, donc ça passe en douane. Mais le système italien, c'est un ensemble, un tissu de PME qui ressemble certainement beaucoup plus aux expériences qui sont ici présentées. Alors, je voudrais, dans les minutes qui nous restent, que nous parlions quand même reparlions de cette expérience utile malgré tout. Hein. Je voudrais vous poser une question peut-être personnelle, Julie Riquier. Est-ce que dans les mois qui se sont déroulés, on vous aperçoit dans le documentaire, mais est-ce que vous n'avez pas éprouvé à certains moments du découragement ? Non, parce que là, on doit être à la 4e session de formation. Ouais. Voilà. Donc, il y a des personnes, forcément, qu'on voit dans le documentaire dès le début, qui ne sont plus là, parce qu'elles sont parties dans des entreprises textiles qu'ils ont embauchées, parce qu'elles ont pris un autre tournant. Il y a aussi des jeunes créateurs qui ont voulu, comme Thomas, comme on le voit dans le documentaire, qui a voulu, lui, lancer sa marque. Ils ont chacun pris des chemins différents, parfois en restant au sein de la structure et parfois en s'en affranchissant. Leur expérience était différente aussi. Vous avez, par exemple, Christine, qui a été licenciée 3 fois d'entreprise textile, qui aujourd'hui, elle a fait la première session de formation, elle est façonnière et elle a aussi un mi-temps de formatrice au sein de l'atelier aujourd'hui. Après, vous avez Thomas qui est parti pour créer sa propre ligne, vous avez Jeanne qui est partie pour créer sa propre ligne mais en vêtements d'équitation. Enfin voilà, chacun avait un projet personnel différent et le but c'est de les former. Et après, c'est leur horizon professionnel. Enfin, il y a des sorties positives et c'est ça qu'il faut regarder. Vous dites quoi qu'il arrive, c'est utile sur un plan personnel à chacune de ces personnes. Oui, oui, bien sûr, parce que c'est une formation qui est reconnue aussi. Et on a aussi des entreprises qui sont aux alentours, enfin sur le territoire des Hauts-de-France, qui ne sont pas forcément là, mais aux alentours, qui ont besoin aussi de personnel, puisqu'ils vont avoir une vague de départ en retraite ou des choses comme ça. Donc, elles vont faire appel aussi, pourquoi pas, à l'association Jean-Luc François pour former d'éventuels... Ces personnes à qui on a remis le pied à l'étrier, qui ont repris le chemin de l'emploi, pourront plus facilement intégrer dans des entreprises d'autres secteurs, éventuellement, dans le bassin d'emploi. Cela dit, et là je me tourne vers vous, Philippe Dallier,
J'imagine que tout ça coûte quand même beaucoup d'argent. Je ne vous ai pas posé la question en tant que vice-présidente de la région, d'ailleurs, Julie Riquier, pardon. Combien ça coûte à la région un dispositif comme celui-ci? Combien la région met sur la table? En fait, la région, elle est intervenue au terme de l'entreprise innovante, sur l'investissement et aussi sur le volet formation. Donc après, selon le nombre de formations, nombre de personnes qui sont en formation, c'est un complément de l'Opcalia des Hauts-de-France. Donc Philippe Dallier, il faut regarder quand même à la dépense, il faut regarder le rapport entre l'argent public que l'on met, l'argent du contribuable, et puis à la fin le nombre d'emplois créés. On est d'accord? Oui, on est d'accord, mais je pense que dans ce pays, il y a de grandes marges de manœuvre quand on regarde, et le gouvernement nous annonce une réforme de la formation professionnelle, j'espère qu'elle va venir, parce que dans l'un des plus grands scandales, et je pèse mes mots, dans ce pays, c'est qu'on met des dizaines de milliards d'euros dans la formation professionnelle pour un résultat qui est... pas comment le qualifier, mais quand même extrêmement faible. Donc je pense qu'il y a des marges de manœuvre. On a deux axes à travailler. L'apprentissage, alors ça commence à venir, mais c'est extrêmement long et on est très en retard par rapport à d'autres pays européens, notamment l'Allemagne. Mais sur la formation professionnelle, tout au long de la vie, il y a 40 milliards d'euros sur la table qui se promènent et dans une inefficacité épouvantable. Je fais juste une Donc parenthèse je pense qu'il y a de quoi faire. Je fais une parenthèse parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans le documentaire, c'est cette femme de 63 ans qui se forme. Et qui suit cette formation, et pardon, mais il y a un tabou en France. Former une femme de 63 ans avec de l'argent public, c'est courageux. Il faut changer les mentalités, peut-être aussi, c'est ça. Oui, justement. Dites-moi, Julie Riquier. Dans l'association Jean-Luc François, si vous avez regardé l'âge ou le sexe des personnes, voilà, il y a tous les âges. Il y a des hommes, il y en a moins, mais il y a quand même Thomas qui est là. Aujourd'hui, dans l'atelier, il y a des hommes aussi qui travaillent. Il y a toujours cette fameuse question de l'échelle des politiques publiques autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure. On voit très bien qu'à l'échelle individuelle, Sarah Guillou, ce qui se passe est très beau et très important, notamment pour ces femmes qui ne sont pas très loin de l'âge de la retraite, mais qui ont encore besoin d'un salaire pour vivre. Ça vaut le coup, j'allais dire, d'un point de vue macroéconomique, de déployer autant d'argent public pour aller sauver ces personnes-là. Ouais, il y a une question d'évaluation de la politique publique mise en œuvre. Alors, il semble qu'on n'ait pas exactement le montant qui soit investi parce qu'il y a des interventions à différentes échelles, des collectivités locales ici. Il serait intéressant, effectivement, d'arriver à évaluer cette politique. Alors, elle aura forcément... Il y a quelque chose qu'on ne peut pas évaluer, c'est le rendement social et humain. Donc, il faut aussi le considérer. Mais on doit pouvoir évaluer le rendement économique de l'investissement parce qu'effectivement, un décideur public a toujours l'obligation de mesurer à la fois le coût économique direct, mais aussi le coût d'opportunité. C'est à quoi renonce-t-il s'il met son argent dans cette entreprise-là? Est-ce qu'il renonce à d'autres formations qui seraient plus qualifiantes et plus prometteuses pour la région? Est-ce qu'il renonce à ouvrir des écoles ou d'autres choses? Donc ce serait important de doubler en fait l'initiative économico-sociale d'une initiative d'évaluation de la politique pour dire ensuite aux administrés, regardez ce qu'on a fait, ça a coûté tant. Et nonobstant le rendement social et humain qui est positif, ça a conduit à telle réussite ou tels échecs. Thomas Uriez, vous, quand vous installez des ateliers, des industries dans différentes villes de France, parce que je crois que vous êtes implanté un peu partout sur le territoire, vous faites appel aux élus locaux, aux politiques locales, aux régions. Ça se passe comment? Et surtout, voilà, est-ce que vous avez pu bénéficier de dispositifs publics? Oui, on a un très bon accueil parce qu'effectivement, on crée très vite des emplois vu que tout est fait en France. Les filateurs, teintures, tisseurs, tout est fait en France, donc ça crée des emplois locaux. Et du coup, on a un très bon accueil des élus locaux. On a créé effectivement sur le même registre l'école du jean à Romans. Et on n'a fait appel à aucun financement public. Mais vous faites de la formation, parce que ce qu'on voit là, vous devez former, vous les trouvez. On a exactement le même problème. Ouais. Et du coup, on se débrouille. Et on se débrouille entre professionnels avec la bénédiction et les encouragements des élus. Mais par exemple, l'école du jean qu'on a montée, on a en fait mis sur la table tous les dispositifs de Pôle emploi et d'Opcalia, le fonds de formation professionnelle. Et on a vu ceux qui matchaient entre eux. Et finalement, comme c'est un peu le cloud administratif avec toutes les... Le nuage, comme en informatique. Le brouillard, plutôt. Voilà. Le brouillard, en l'occurrence, oui. Mais quand on le met à plat, on s'aperçoit que tout est très cohérent. En fait, il y a juste effectivement les intitulés qui sont pas simples, qui sont pas très abordables. Mais quand on arrive à se retrouver dans ce brouillard, en tout cas, vous dites, on trouve tous les leviers pour bien sûr, parce qu'en entreprendre. fait, aucune de ces structures
ne le fait de manière malveillante, son travail. Tout le monde cherche à boucher les trous dans la raquette. Et donc, quand on met ça à plat, on s'aperçoit de tous les liens qu'il y a entre le dispositif de Pôle emploi, d'Opcalia, etc. Et on arrive à bâtir un cursus qui permet aux gens qu'on forme dans l'école du jean d'avoir une formation qualifiante et un emploi, puisqu'on les embauche derrière. Je voudrais terminer, Julie Riquet, par une question. Le documentaire s'appelle « Tissu local ». Et évidemment, la question qu'on a envie de vous poser, c'est quelles sont les répercussions locales positives sur l'économie de Ham, puisque c'est de ça dont il est question. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a amélioré, vous nous parliez un petit peu plus de vie, mais est-ce qu'économiquement, ça a recréé de manière induite d'autres emplois ? Alors maintenant, Ham est la capitale mondiale de la mode, bien sûr. Non, plus sérieusement, en fait, il y a un flux qui s'est créé quand même dans cette rue du centre-ville qui était un peu désert. Voilà, après, c'est un rayonnement aussi de la ville. On parle de Ham, à Paris, on parle de Ham, à Lille, on parle de Ham. À Pantin. Oui, non, mais à Pantin, voilà. Et à un moment donné, on ne peut pas tout mettre à Paris ou tout mettre à Lille, qui est la capitale régionale. Il faut en laisser un peu aussi pour la ruralité, pour les... Voilà. C'est une question d'équilibre des territoires. Bien sûr, c'est important. C'est important parce qu'on ne peut pas tout mettre, tout centraliser. Nous sommes en plein dans le sujet en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a un tel sentiment... Avec la question des gilets jaunes, effectivement. Voilà, il y a un tel sentiment d'abandon dans un certain nombre de territoires que tout ce qui peut concourir à rendre de l'activité, puis à faire en sorte que les gens retrouvent de l'estime de soi et de l'estime du territoire. Les métiers de la main. Et la Seine-Saint-Denis, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on parle de nous que lorsque les bagnoles brûlent, quand on montre des actions positives et qu'on montre que certains jeunes de quartier, effectivement, s'en sortent, quand on les accompagne, etc. Tout ça, c'est positif. Voilà. Le tout, c'est d'arriver à diffuser et à régler les problèmes à la bonne échelle. On n'en est encore pas là. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de parler de cette expérience très positive. Merci à tous les quatre d'avoir été là pour en débattre avec nous, puisque tout ça peut inspirer, j'en suis sûr, d'autres entrepreneurs. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un monde